Mes amis, je vous fais une rapide vidéo pour vous dire qu'il ne faut pas avoir peur du chaos qui commence à s'installer en France, qui va connaître des hauts et des bas. Il y aura des phases où on se dit « Ah tiens, c'est revenu dans l'ordre » et puis des poussées de fièvre pendant quelques années où on se dira « Ah tiens, c'est redevenu le bordel ». Je vous dis qu'il ne faut pas avoir peur de ça et qu'au contraire, il faut le souhaiter et se préparer à en tirer des bénéfices. Voilà. Mais je fais cette vidéo assez vite parce que le calendrier se télescope, du fait de Macron. Moi aussi, je suis, comme beaucoup, sollicité pour être présent aux élections législatives. Alors moi, vous savez, je ne le fais pas par calcul personnel, si j'ose dire. Je fais mon devoir. Je fais pour rendre service en grande partie. Mais je suis convaincu que ce qui va changer la société française et ce qui va l'améliorer, ce ne sont pas les élections, c'est la société française elle-même et sa capacité à faire des choix intelligents et parfois à les imposer de façon un peu directe, si j'ose dire, un peu cash. Mais je crois que c'est le sens de notre société. Vous le savez, je viens d'ailleurs, c'est pour ça que je ne suis pas complètement mobilisé sur les élections, je sors ce livre, il est en prévente sur le site des éditions Culture et Racines, le traité du monde d'après. En fait, c'est un bon livre, il est un peu épais, voilà, parce qu'on m'a reproché de faire des livres trop courts. Donc là, je fais un livre un peu épais. Je sais que moi, ça ne m'intéressait pas du tout, mais ça fait partie des critères contemporains. Traité du monde d'après aux éditions Culture et Racines. Vous pouvez l'acheter en prévente sur le site de Culture et Racines. Et ce livre parle de ce qui, moi, me tient à cœur, c'est-à-dire le retour à l'ordre spontané, la sortie de l'avachissement français. Vous voyez bien que beaucoup de Français aujourd'hui passent l'essentiel de leur temps devant leur télé à dire « Ah, c'est pas bien, on n'aime pas Macron, mais on peut rien faire, on est des petites gens, on est opprimés, et la mondialisation, et blablabla ». Et pour moi, c'est l'avachissement. Alors je lisais, je vais faire un petit tacle, mais maintenant qu'on est sorti des européennes, je peux le faire. Je lisais les propos sur X, sur l'ex-Twitter, de Florian Philippot, disant Macron, tout est écrit. Tout est écrit dans l'histoire. Arrêtez le complotisme débile, quoi. Et Florian, arrête tes conneries, quoi. Enfin, qui te paye pour écrire que Macron avait tout prévu, c'est de la tromperie, c'est de l'abus de confiance. Et donc moi, je suis convaincu que l'histoire, elle se fait pas par le haut. Alors bien entendu, les gens du haut, les gens d'en haut, ils ont des projets, des visions, des convictions, des certitudes. Et puis il y a la réalité, et la réalité, ça ne se réduit pas au plan que Macron a écrit sur tel ou tel truc. Et je suis interrogatif quand des gens qui se présentent comme des dissidents cultivent le mythe de Macron tout-puissant et Macron qui a tout prévu. Ça me pose question sur le fait qu'il y ait eu Myriam Palomba, copine de gens qui sont quand même d'un QI limité et qui se produisent sur des chaînes dissidentes avec des mecs pseudo-dissidents. Je pense à Éric Morillo quand même qui a soutenu tout ce qui est pro-israélien, il le soutient aveuglément et en toute mauvaise foi. Et quand ces gens-là se présentent comme dissidents, je me dis mais qui les paye? Voilà. Ça m'intéresserait que Florian Philippot fasse le point sur qui a financé sa campagne et notamment combien Myriam Palomba a apporté dans sa campagne. Myriam Palomba qui, au moment où on aurait pu faire tomber Macron l'an dernier sur la réforme des retraites, a fait campagne sur les pédosatanistes. Moi, il faut qu'on m'explique pourquoi Philippot, qui se présente comme un ennemi de Macron, a pris sur sa liste, en deuxième de liste, une nénette qui, au moment où on pouvait faire tomber Macron en coalisant les énergies contre la réforme des retraites, cette nénette, elle faisait campagne sur « à bas les pédosatanistes ». Enfin, s'il y a bien une stratégie de diversion de l'énergie dissidente ou de l'énergie résistante, c'est celle-là. Donc moi, je jette pas la pierre, j'accuse pas. Je dis que ça m'intéresserait qu'on nous explique pourquoi ces gens qui se prétendent ennemis de Macron font chaque fois diversion lorsqu'on peut faire tomber Macron en parlant d'autre chose que ce qui peut faire tomber Macron. Moi, ça me paraît bizarre et ça m'intéresserait qu'ils publient les comptes de campagne parce que je suis là aussi extrêmement étonné. Bon, mais c'est un autre sujet. Donc, je reviens au fait qu'il ne faut pas avoir peur du chaos qui arrive, qui est quand même notre sujet d'aujourd'hui. Je vais le traiter rapidement, puisque comme tout le monde, je le redis, nous sommes pris par des calendriers extrêmement contraints. Alors,
D'abord, je voudrais dire que le chaos existe vraiment. C'est-à-dire que moi, ce qu'on me dit, c'est que chez les macronistes, il y a une vraie difficulté à présenter 577 candidats en France sur toutes les circonscriptions. C'est-à-dire que Macron n'a tellement prévenu personne. Alors, si j'écoute Philippot, tout était écrit, sauf que dans le parti de Macron, c'était tellement bien écrit à l'avance qu'ils sont pris au dépourvu et qu'ils ont du mal à trouver 577 candidats, et donc ils rament, et ils rappellent des gens en disant tu veux pas être candidat, tu veux pas être ceci, tu veux pas être cela. Bon, donc tout ça me laisse à penser que il y a un vrai désordre qui a été mis en place par Macron et qui frappe la Macronie elle-même. Au fond, les plus présents, les plus près, ça reste quand même le Rassemblement national qui, au fond, a ses candidats, a sa stratégie prête. Alors, on a tous noté que la stratégie du Rassemblement national consistait quand même à en dire le moins possible sur le programme et à enfiler des mots creux, des formules rassurantes pour éviter de se faire des ennemis. Mais globalement, le seul parti prêt pour ces élections partielles, ces élections anticipées, ces élections liées à la dissolution de l'Assemblée nationale, c'est le Rassemblement national, et le parti présidentiel lui-même n'est pas prêt. Et donc on vit un vrai chaos puisque tout le monde est à la recherche de candidats, d'organisations. Et on voit bien que l'ensemble a été fait par Macron pour, au fond, réduire le débat démocratique à une confrontation très simple, Rassemblement national d'un côté, et puis reste bloc central, comme il dit, de l'autre. Alors là-dessus, la France insoumise s'est invitée, mais il y a quand même un espion, si j'ose dire, la 5e colonne, qui s'appelle Raphaël Glucksmann, qui dit oui, mais non, mais on va quand même pas tous se rallier derrière Mélenchon. Et donc tout ça fait qu'il reste un pôle central, qui est celui de Macron, face à Jordan Bardella, au Rassemblement national, à Marine Le Pen. Et ces gens-là vont s'affronter dans une précipitation qui favorise j'allais dire l'essorage des petites listes, des petits candidats, de l'alternative démocratique. Et donc ce chaos, il existe, il est en marche, et je pense qu'il se terminera sans grande surprise par la victoire du Rassemblement national. La question est de savoir dans quelle proportion. Et puis peut-être qu'il peut y avoir encore des incidents de campagne qui ne sont pas prévus, mais aujourd'hui tout indique que le Rassemblement national va gagner ces élections haut la main. Donc ça, c'est un fait qui est aujourd'hui un chaos, non pas au sens que c'est le Rassemblement national qui va gagner, mais simplement au sens où personne n'est prêt, à part le Rassemblement national, pour faire campagne, et tout le monde s'organise comme il peut. Alors d'où ce que vous voyez, la guerre ouverte au sein des Républicains entre les ciotistes, si j'ose dire, et les loyalistes, les disputes chez Reconquête, l'exclusion de Marion Maréchal, tout cela relève évidemment de cette espèce de bouillonnement, de campagne électorale organisée par Emmanuel Macron et par sa dissolution un peu inopinée et inattendue. Voilà. Mais le chaos s'est mis en place, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, bien, le système ne fonctionne plus, c'est-à-dire qu'on ne sait plus si on a un gouvernement, il n'y a plus d'actualité politique autre que les règlements de compte au sein des partis, et puis il n'y a plus aucun projet politique, c'est-à-dire que si vous regardez comment fonctionne la campagne électorale à ce stade, personne ne va interroger Jordan Bardella sur son programme, personne... Alors Macron, il a fait une conférence de presse pour parler de son programme, mais bon, c'était bien ténébreux et bien visqueux, si vous me permettez l'expression. Et au fond, il n'y a pas de confrontation sur les projets, il y a des confrontations sur les noms des appareils, les noms des listes, des listes politiques, si vous voulez, mais il n'y a pas d'échange sur le contenu des projets, il n'y a pas de débat sur ce que pourrait être la France dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans. Tout ça est passé à la trappe. On est dans un référendum pour ou contre le Rassemblement national, pour ou contre Emmanuel Macron. C'est comme ça que c'est présenté, et c'est comme ça que ça va se dénouer, et je pense ne pas prendre beaucoup de risques en disant que le vainqueur final sera probablement le Rassemblement national lui-même, qui va faire son beurre. Il y a une vague aujourd'hui, Rassemblement national, pour avoir quand même un peu écumé quelques circonscriptions de campagne, si j'ose dire,
beaucoup se disent, mais des circonscriptions qui jusque-là étaient à gauche sont passées au Rassemblement national. Ça veut dire qu'il y a une vague de fond qui s'est déclenchée et que le Rassemblement national emporte avec lui, derrière lui, une adhésion large, assez enthousiaste de la population. Et donc on ne peut rien faire pour l'instant contre ça. Voilà, ça c'est le thème général de la campagne électorale. Je voulais vous dire qu'il ne faut pas avoir peur de ça. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il y a aujourd'hui deux hypothèses. Alors, il y a l'hypothèse que je souhaite la moins, d'une certaine façon, c'est la mélonisation du Rassemblement national, la mélonisation du Rassemblement national, c'est-à-dire qu'au fond, le Rassemblement national conserve son étiquette sulfureuse, on va l'appeler comme ça, mais fait ce qu'il faut pour rentrer dans le rang. Il revient à une stratégie de finances publiques calme ou soft. Au fond, il minimise l'impact de ces mesures contre l'immigration pour faire en sorte que les entreprises puissent continuer à recruter des immigrés assez librement. C'est ce que Meloni a fait en Italie. Meloni, elle a organisé un système où, au fond, les Italiens se disent « on a voté pour une nénette qui nous avait annoncé des choses extraordinaires. Elle ne les fait pas, mais c'est bien quand même, on est content. » Et c'est sur cette corde-là que le Rassemblement national joue aujourd'hui, et il est assez possible que le Rassemblement national, au fond, accompagne un mouvement de normalisation du pays, voire même d'économie, de maîtrise des finances publiques, avec une certaine bonne humeur. C'est-à-dire que je lisais dans la presse hier que celui qui sera probablement ministre de l'Éducation d'un gouvernement Bardella, qui est Roger Chudeau, disait on va augmenter le salaire des profs, mais Bercy va pas être content. Et puis je découvre dans la presse ce matin qu'en réalité Jean-Philippe Tanguy, qui sera probablement le ministre de l'économie de Bardella, Jean-Philippe Tanguy a rencontré le premier président de la Cour des comptes, Pierre Moscovici, au mois de mai. On ne sait pas ce qu'ils se sont dit, mais visiblement, Tanguy en est sorti, c'était dans l'opinion ce matin, Tanguy en est sorti en disant on ne va quand même pas laisser le déficit, on fera un collectif budgétaire, c'est-à-dire une loi de finances rectificative à laquelle Emmanuel Macron s'était opposé depuis le début du printemps, c'est-à-dire depuis le mois de mars. Donc, ça veut dire que probablement le Rassemblement national fera le boulot sérieux, ingrat, que Emmanuel Macron n'a pas voulu faire, qu'il a interdit à Bruno Le Maire de faire avant les élections. Et d'une certaine façon, le Rassemblement national est en train de préparer une politique austéritaire contraire à son programme, que Emmanuel Macron a refusé de mettre en place. Et là encore, nous serons à front renversé, c'est-à-dire que certains vont dire Macron c'était le néolibéral horrible, sauf que Macron a refusé de juguler les déficits publics, et il est très probable que le Rassemblement national, en revanche, mette en place une politique de diminution, on va dire ça comme ça, des déficits publics, et il est très probable que le Rassemblement national mette en place une politique de rationalisation des dépenses publiques, comme les libéraux n'osent plus en faire aujourd'hui. Donc ça, c'est une hypothèse très probable. Dans ce cas que je vais appeler la mélonisation de l'économie française et du gouvernement Rassemblement national, dans ce cas-là, eh bien, il faut que vous soyez rassurés parce qu'au fond, il ne se passera rien. La seule inquiétude, c'est la réaction du peuple français qui a entendu dans la bouche et sous la plume de Marine Le Pen que on allait rétablir la retraite à 60 ans pour ceux qui ont cotisé 40 ans, qu'on allait abroger la réforme sur les retraites, qu'on allait faire un plan d'urgence de 20 milliards pour les hôpitaux, etc., qu'on allait baisser la TVA sur l'énergie. Et en fait, on va s'apercevoir que Marine Le Pen est élue, et en tout cas Jordan Bardella, et que aucun des mots d'ordre du parti d'avant, aucun des points de programme de 2022 n'est suivi des faits et n'est mis en place aujourd'hui. Et donc ça, c'est l'hypothèse de la mélonisation, c'est-à-dire que l'équipe Bardella se montre bon élève du système, applique toutes les demandes internationales, et au fond, les marchés financiers internationaux se disent finalement c'est pas si mal que ça le Rassemblement national, ils font mieux que Macron, ils appliquent mieux que Macron
les doctrines ou les demandes ou les préconisations que nous faisions auprès du gouvernement français. Donc ça, c'est gagné. Une autre hypothèse est que réellement, le système Chudeau, je vais l'appeler comme ça avec beaucoup d'amitié pour notre ami Roger Chudeau, le système Chudeau se met en place, c'est-à-dire qu'on on augmente le salaire des profs malgré la vie des finances publiques, malgré la vie de Bercy, malgré les réticences de Bercy, et que donc globalement se met en position d'augmenter le déficit au lieu de le réduire. Dans cette hypothèse-là, ce sera effectivement le bazar, c'est-à-dire que les taux d'intérêt auxquels la France emprunte vont augmenter de façon colossale, d'une façon ou d'une autre, la crédibilité de la France va être entamée, et tout ça va mal se finir parce qu'il y aura des gens pour dire non mais la France, ça va bien, on ne peut pas éternellement dépenser plus qu'on ne gagne, et donc vous avez un problème, et on commence à spéculer sur la faillite de l'État en France. Ça, c'est un scénario de sortie qui est tout à fait plausible. Est-ce qu'il faut le craindre? Alors je vais vous dire, moi je pense qu'aujourd'hui le pays, il souffre d'un problème de fond, qui est le blocage réglementaire. Partout il y a des réglementations. Alors vous voyez par exemple pour le courrier, Courrier Stratège, on avait annoncé qu'on ferait une levée de fonds, et puis on nous a dit un jour, ah mais vous pouvez pas solliciter plus de 150 personnes pour faire une levée de fonds. Alors nous on voulait faire du capitalisme populaire, et là on a découvert qu'effectivement le code monétaire et financier interdisait de faire du capitalisme populaire. Et là on se dit, il y a des obstacles réglementaires aux levées de fonds. Mais des obstacles réglementaires, il y en a partout, dans tous les domaines, dans tous les secteurs. Et ça pose un vrai problème aujourd'hui, c'est que la France est bloquée par les réglementations que la bureaucratie édicte dans tous les domaines, et pas seulement sous l'effet de l'Union européenne. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est compliqué de faire progresser le pays, parce que dès qu'on prend une initiative, il y a une règle qu'on ne connaissait pas qui fait que « Ah bon, vous n'avez pas le droit de faire comme vous voulez ». Et ça, ce problème, il ne pourra être résolu que une fois que le système se sera effondré. C'est-à-dire qu'en dehors de la faillite et du chaos, il n'y a pas de possibilité de rénover le pays et de lui redonner ce que je préconise dans ce livre que je vous montre, Édition Culture et Racine. Il n'y a pas de possibilité en France de préconiser un retour à l'ordre spontané, c'est-à-dire laisser les gens s'organiser, laisser-les souffler, laisser-les vivre, laisser-les faire des projets, laisser-les les mener. Il y a toujours une règle qui interdit « Ah ben ça vous pouvez pas, ah ben ça vous pouvez pas, ça vous pouvez pas ». Et donc la seule façon de faire tomber toutes ces règles, c'est de mettre le pays par terre et de reconstruire. Ça, j'y crois profondément. Et l'expérience Le Pen, elle pourrait déboucher là-dessus. C'est-à-dire qu'on peut tout à fait avoir une situation de chaos entre la contestation contre Marine Le Pen dans les rues et un certain nombre de choix hasardeux que son équipe pourrait faire, parce que c'est pas tous des pros. Eh bien, on pourrait imaginer, ça ne veut pas dire que ça va arriver, ça ne veut pas dire que c'est automatique, mais on pourrait imaginer que tout ça tourne vilain et qu'on ait un problème structurel, systémique, on va dire ça comme ça, de respect de l'ordre en France, du fait des désordres liés à la modernisation nécessaire du pays et qui seraient mal maîtrisés par le Rassemblement national. Et donc, dans tous ces cas-là, que ce soit le système où on est mélonisé, où au fond il n'y aura pas de chaos, et le système où on n'est pas mélonisé, où le chaos arrive, nous serons gagnants parce que, d'une certaine façon, ce qu'il faut, c'est faire tomber le système actuel qui est étouffant, qui est obsolète, qui est vieilli, et qui empêche la France nouvelle d'éclore, et qui empêche notamment la progression des entreprises innovantes, qu'il faut savoir bouger, qu'il faut savoir secouer. Donc, il y a deux hypothèses aujourd'hui, je le redis, celle où le Rassemblement national parvient à s'incrémenter, si j'ose dire, dans la réglementation actuelle, à la faire évoluer dans un sens qui ne nécessite pas d'ajustement insurrectionnel, soit on est dans l'ajustement insurrectionnel, on est dans la nuit du 4 août, dans l'abolition des privilèges, et là on gagnera parce qu'on aura fait tomber des vieux pans de la société qui ne servent plus à grand chose. Donc tout ça pour dire que il faut au fond se dire que nous avons une chance, c'est que
la société peut évoluer dans un sens novateur. Alors, on ne sait pas s'il est positif ou négatif, mais ça fera du mouvement. Et aujourd'hui, nous avons besoin de mouvement. C'est l'essentiel. Ce qu'il faut redire, j'ai fait une vidéo sur la gravité de la situation, ce qu'il faut redire, c'est qu'aujourd'hui, la France est un pays sclérosé. Alors, je voudrais dire qu'en fait, on est dans un pays qui est tué par le corporatisme, mais pas au sens que la presse mainstream a en tête. Il y a des syndicats qui... Enfin, le problème de la France, c'est que le corporatisme, c'est à tous les étages des corps intermédiaires qui bloquent les évolutions et les changements. Je sais que un certain nombre de gens défendent le corporatisme. Ce qu'il faut voir, c'est que c'est un facteur de sclérose et un facteur où des gens qui ne sont rien sont tout à coup titulaires d'un mandat où ils se pensent être tout. Et ça, c'est la pire des choses parce qu'ils se sentent obligés d'intervenir sur tout et de tout bloquer pour montrer qu'ils ont le pouvoir. Ça, c'est un système néfaste. Le corporatisme va probablement disparaître du fait de la crise économique en France et c'est un bienfait, il faut s'en féliciter. Et donc, ne craignez pas ce chaos, il sera générateur de choses nouvelles, de créations nouvelles, et ce sera extrêmement positif parce que aujourd'hui il y a énormément d'instinct vital en France qui est comprimé, qui est étouffé, qui est étranglé par les réglementations imposées par les anciens, et nous avons besoin de secouer cet arbre, parfois par des voies inattendues. Ça peut être l'élection de gouvernements qu'on n'attendait pas, mais ce sera une bonne chose parce que, vous allez voir, tout ça va nous permettre de libérer des forces nouvelles, de libérer une énergie créatrice, de libérer une sérénité, une confiance qui ont été détruites progressivement, année après année, par l'implosion du système. Réjouissons-nous de ce qui va nous arriver. Allez, et puis suivez-nous, suivez-moi, suivez le courrier des stratèges, parce que là on est en pleine campagne, et puis on va vous dire des choses sur la campagne qui ne sont pas dites. À bientôt.